On se pose à présent cette question en une du 1 hebdo. Que faire ? Que faire un mois après le début de la guerre en Ukraine ? Que faire face à la Russie ? Que faire pour venir à bout de ce conflit ? Que faire pour aider aussi les Ukrainiens ? Des questions que l'on va soulever avec Julien Bisson, rédacteur en chef du 1 hebdo. Bonsoir Julien. Bonsoir Lucie. Et également avec nos invités. Julien Théron, bonsoir. Bonsoir. Enseignant en conflit et sécurité internationale à Sciences Po Paris, co-auteur de Poutine, la stratégie du désordre. À vos côtés, Dimitri Minik, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en histoire de relations internationales, chercheur au Centre Russie NEI de l'IFRI. Également connecté avec nous, Ronnie Broman. Bonsoir à vous. Vous êtes médecin humanitaire, bonsoir. Ancien président de Médecins sans frontières et membre du Centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires de l'ONG. Et puis la parole citoyenne ukrainienne ce soir, incarnée par Lesia Valizenko. Bonsoir madame, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes députée ukrainienne et vous êtes aux abords de Kiev. Ma première question est pour vous. J'aimerais que vous nous disiez dans quel état vous êtes actuellement, un mois après cette guerre. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez ? Vous savez, nous les Ukrainiens, on s'est habitués déjà à cet état de guerre et on a commencé de retourner à la normalité. J'étais juste en train de parler à mon ami juste avant de me connecter en disant que ça fait vraiment du bien de voir certains cafés, certains restaurants qui se rouvrent à Kiev et à voir les gens retourner à un normal, désormais le complet abnormal avec les sirènes, les explosions, les sons de guerre qui nous entourent tout le temps pendant ces 30 jours de guerre. Mais de toute façon, c'est une résilience et un effort de unité que les Ukrainiens ont fait pour notre vie, pour notre existence même. Lesia Valizenko, on se demande comment se passent vos journées de travail politique. On imagine que votre occupation de député a beaucoup changé depuis un mois. C'est vrai, je vois moins de mes collègues puisque les réunions parlementaires sont vraiment rares. Mais hier, on a juste eu cette réunion au bâtiment du Parlement ukrainien, au centre de Kiev. Et vous savez, ça fait vraiment du bien juste de voir que tous mes collègues sont en bonne forme, qu'ils sont vivants, et de leur dire bonjour, de leur faire bise comme d'habitude. Ça donne de l'énergie et ça donne une sûreté de continuer tout ce qu'on fait. À ce moment, mon travail s'est concentré plutôt sur l'effort international en parlant aux médias et surtout aux communautés internationales, aux peuples de différents pays, en leur demandant de soutenir l'Ukraine et en leur demandant à plusieurs gouvernements et parlements internationaux, en leur demandant de faire des efforts pour soutenir non seulement l'Ukraine, mais aussi la démocratie au monde. Lesia Valizenko, vous restez connectée avec nous. Évidemment, on abordera cette question de l'aide occidentale et de l'aide européenne envers votre pays, l'Ukraine. Ce qui est intéressant, c'est que vous nous disiez à l'instant, il y a un espèce de retour à la normalité dans certains lieux. Vous parliez de Kiev, Dimitri Minik. Ça peut trancher avec ce qui se passe sur le terrain militaire, parce qu'on entend encore parler de bombardements, de combats. On évoquera dans un instant la question de Mariupol, qui est très particulière, mais dans sa globalité, aujourd'hui, l'armée russe, elle en est où un mois après le début de cette guerre ? Alors l'armée russe, elle a essayé au début de conduire une guerre éclair contre Kiev dans le but de changer le régime. Elle s'est inspirée des travaux de certains de ses généraux, notamment de Vladimir Sivchenko, qui a théorisé dans les années 90-2000 la guerre de nouvelle génération en s'inspirant des opérations militaires américaines des années 90 et 2000. Mais cette première phase de l'opération a clairement échoué parce qu'ils ont profondément sous-estimé la capacité de résistance à la fois matérielle et morale de l'armée ukrainienne. Et là, ils sont entrés dans une deuxième phase depuis déjà plusieurs semaines. Là, ils avouent maintenant qu'ils s'occupent du Donbass. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on voit que leur objectif est quand même de prendre en tenaille le gros des forces armées ukrainiennes qui se trouvent dans le Donbass, justement. Mais avouez ce que vous venez de dire, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une déclaration
russe, affirmant que désormais l'armée russe allait se concentrer sur l'Est, sur le Donbass, sur donc cette partie séparatiste pro-russe. C'est quoi? C'est finalement une nouvelle stratégie? C'est un leurre? C'est un recul? Alors au début, il est probable que les deux objectifs devaient être accomplis. À la fois tronçonner l'armée ukrainienne dans le Donbass et en même temps prendre Kiev. C'était peut-être ça la stratégie de départ. Mais là, ils se concentrent plutôt sur la destruction de la force armée ukrainienne dans le Donbass. Et c'est probablement leur meilleure chance d'obtenir une victoire politique et de négocier en position de force. Plutôt que de prendre Kiev, on voit qu'ils ont abandonné l'idée assez vite au fond. Julien Théron, du côté des moyens mis en œuvre, est-ce qu'il y a une montée en violence de la part de l'armée russe depuis le début du conflit ? Oui, et surtout, il y a un changement de cible. C'est-à-dire que les cibles militaires étaient visées au début. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un certain immobilisme, en fait, dans les opérations de ce qu'on appelle la pénétration dans le territoire ukrainien, et que les cibles civiles deviennent vraiment très importantes. On l'a vu dans votre package, on voit lorsque le véhicule s'avance dans ces bâtiments qui sont complètement, noircis d'explosions et de feu, en fait, alors que ce sont des bâtiments civils, ce qui est je pense que Ronnie Broman le dira, mais ce qui est parfaitement naturellement contraire au droit international humanitaire. Et puis, je rappelle aussi, en termes de violation du droit international public, que la Cour internationale de justice a donné un arrêt conservatoire exigeant l'arrêt des combats par la Russie, en plus de la seconde résolution de l'Assemblée générale qu'on vient de voir, à 140 voix, appelant aussi la Russie à cesser le combat. Donc on est en violation totale du droit international public, y compris du droit international humanitaire. Donc ce que je veux dire, c'est que militairement parlant, il y a un aveu de faiblesse de s'arrêter de pénétrer le territoire parce que les combats sont trop dur, parce que tous les problèmes que l'on connaît, logistiques, mais aussi de communication, de coordination et puis d'orientation. Et on se focalise maintenant sur les civils avec des frappes qui passent par des missiles, y compris des missiles hypersoniques qui sont beaucoup plus faciles, bien sûr, que d'avancer sur le terrain. Dimitri Menik, je vous donne la parole dans un instant, mais avant, j'aimerais qu'on fasse réagir Ronnie Broman. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que l'on vient de dire, Ronnie Broman, on doit considérer à la fois pour les blessés et les morts ukrainiens, les civils qui sont devenus des cibles, mais aussi tous ces déplacés, 10 millions de déplacés à l'intérieur et en dehors de l'Ukraine, que nous sommes dans une crise humanitaire? Nous sommes dans une guerre. Ça s'appelle une guerre. Ça ne s'appelle pas une crise humanitaire. On ne parlait pas de la crise humanitaire de 14-18 ou de la crise humanitaire du Vietnam ou de 39-45. Donc, appelons les choses par leur nom. C'est une invasion, une guerre avec les coûts qui sont portés dans le cadre habituel d'une guerre. Donc, ce qui est frappant à l'intérieur de cette situation de conflit, c'est la mise en mouvement de millions et de millions de personnes. On a vu une première vague qui est partie surtout vers la Pologne, mais dans les pays avoisinants. Dès le début, c'était les gens les plus favorisés qui avaient à la fois des moyens matériels et des réseaux amicaux, sociaux, professionnels qui leur permettaient de partir. Mais ensuite, par millions, ce sont des gens qui, au contraire, ne disposaient que de très peu de moyens, que de très peu de réseaux amicaux ou professionnels à l'étranger qui partaient quand même. Donc c'est dire la détresse, l'effroi de ces millions de personnes, parce qu'on ne part pas de chez soi à la légère. C'est un déchirement, c'est quelque chose c'est une rupture très, très profonde et souvent effrayante. Dimitri Menik, Ronnie Broman nous parle des dommages faits aux civils, ceux qui vont partir du pays. Il y a aussi ceux qui sont au pays et qui sont justement visés, comme le disait Julien Théron, par les frappes russes. Est-ce que c'est un aveu d'impuissance, un aveu de faiblesse, ou est-ce que ça fait partie d'une stratégie pour faire plier le gouvernement de Kiev ? Alors, le siège des villes n'est pas le même si on se trouve à Mariupol, où la ville est à 90% dévastée, et à Kharkov ou à Mykolaïev, où on voit que les forces russes utilisent plutôt l'artillerie, en tout cas à Kharkov, pour fixer les unités ukrainiennes à l'intérieur, et pas réellement pour faire un siège comme à Mariupol. Parce que probablement que l'objectif, encore une fois, est de dépasser cette ville, de dépasser ces villes, atteindre Poltava et Dnipro pour coincer en fait l'armée ukrainienne. Mykolaïev, ils n'essayent pas non plus de la prendre, ils essayent de longer le Dniepr pour couper en fait la retraite du gros de l'armée ukrainienne, et c'est leur aveu d'ailleurs cet après-midi.
On le dit depuis déjà plusieurs jours, et c'est leur aveu, ils veulent tronçonner cette armée ukrainienne au centre. Et sur les civils, bien oui, mais c'est pas la première fois que les militaires russes, que l'armée russe et que l'État russe pratiquent ce genre d'exactions. On se souvient de Grozny, on se souvient d'Alep. C'est comparable, ce qui se passe en ce moment? Ah bah Mariupol, ah oui. Mariupol, vous avez vu les images. Oui, totalement. La stratégie est la même. Alors au début, on pouvait voir des victimes civiles, même des infrastructures civiles visées, ce qui était prévu, ce qui était conçu théoriquement par les stratégistes russes. Mais ça pouvait être des erreurs aussi. Au tout début, dans les premiers jours, ça pouvait être des erreurs. Une cible militaire une cible civile qui se trouve entre une cible militaire et le tireur. On pouvait sacrifier la cible civile, mais ce n'était pas forcément l'objectif dès le début. Voilà. Puisque vous avez évoqué Mariupol, qui est le symbole du dramatique de ce qui se passe en ce moment en Ukraine, j'aimerais évidemment, Lesia Vasilenko, que vous nous donniez peut-être des nouvelles, si vous en avez, de ce qui se passe dans cette ville. Est-ce que vous arrivez à avoir des nouvelles assez fréquemment sur Mariupol? Vous savez, Mariupol, c'est pas dramatique. C'est une tragédie, c'est une vraie tragédie au moins de l'an 2022, sinon du 21e siècle. J'espère que ce sera la dernière tragédie. C'était une ville de 400 000 personnes, une ville industrielle et très vibrante. Mais maintenant, c'est presque détruit complètement, c'est inhabitable. Comme on l'a dit déjà, 90% de bâtiments sont détruits. Il y reste peut-être 100 000 personnes et on fait tous les efforts en gouvernement ukrainien pour les retirer de cette ville et pour organiser l'évacuation. Mais cependant, c'est toujours très dur d'évacuer les gens, les civils, et de le faire en soyant possible de leur garantir la sécurité. Parce que tout d'abord, c'est les Russes qui tirent dessus sur ces couloirs verts qu'ils promettent à nos citoyens, aux Ukrainiens. Encore, les atrocités qui se passent à Mariupol, c'est que les gens ont retiré de leur ville, de leur maison, et on a emporté à travers la frontière avec la Russie. Et là-bas, ils sont mis ces gens, ils les mettent dans des camps de filtration, presque comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme Hitler a fait avec les Juifs. Et après, qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Ils sont renvoyés en Sibérie, loin dans des régions lointaines de la Russie, et il n'y a plus d'informations sur eux. Et c'est vraiment terrible parce que les gens sont retirés hors de leur propre volonté. Ils sont mis dans ces camps-là et ils ne sont toujours pas donnés de la nourriture, de l'eau. Qu'est-ce qu'on voit à Mariupol? C'est un vrai génocide des Ukrainiens. C'est des atrocités, c'est des brutalités. Et ça s'appelle en droit international, ça s'appelle des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Mais ces mots-là ne sont pas assez pour décrire tout ce qui se passe dans cette ville. Julien Théron, Lesia Vasilenko parle de génocide, de crimes contre l'humanité. On voit ces images de Mariupol. Pourquoi l'armée russe fait-elle de telles exactions aujourd'hui à Mariupol? Quel but militaire est-ce que cela est censé servir? C'est difficile pour nous d'appréhender cette question parce que pour nous, ce n'est pas un but militaire. On n'a pas du tout la même culture stratégique que les armées occidentales pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a compris il y a quelques dizaines d'années que taper sur les populations civiles, en général, va dresser encore plus les populations civiles contre vous, que ce soit dans le cadre d'un conflit conventionnel comme celui-ci ou dans une guerre contre-insurrectionnelle. Donc, c'est des choses qu'on ne fait pas dans les armées occidentales, viser intentionnellement les civils, et effectivement, on s'aperçoit que les Russes, on l'avait déjà vu en Syrie, mais en Syrie, ils prenaient toujours l'excuse de dire ouais, c'était pas nous. Et puis effectivement, il y a des moments où les forces aériennes ou les bombardements d'artillerie, on ne savait pas vraiment si c'était les Syriens ou les Russes. Mais là, très clairement, c'est une stratégie. En fait, Vladimir Poutine le dit très clairement, et c'était dans la réforme constitutionnelle, le droit international ne compte pas pour eux, et ils ont bien l'intention de le faire. De toute façon, la propagande nie strictement. On a encore entendu sur la télévision suisse romande, la TSR, l'ambassadeur
Russes à l'ONU, nier strictement toute violation du droit international par la Russie, malgré ces images-là, en affirmant que ce sont les Ukrainiens nazis qui font ce genre de choses. Donc il y a un objectif de désinformation absolue pour les Russes, et puis d'un autre côté, il y a une réalité stratégique qui est en négation totale du prix de la vie humaine, avec des pratiques qui sont complètement inacceptables. Et puis, je dirais aussi une autre chose. Alors, effectivement, j'ai entendu parler de ces déplacements forcés de population, ce qui est parfaitement illégal aussi, des Ukrainiens en Russie. Hein. Donc, c'est une manière aussi de faire de l'ingénierie sociale, en fait, dans les conflits. Et puis, mais on oublie aussi qu'il y a une autre population ukrainienne déjà qui a été déplacée juste avant cette troisième invasion de l'Ukraine, qui était la population du Donbass. Hein, vous vous souvenez, entre la reconnaissance de ces deux républiques autoproclamées, dont on dit toujours qu'elles sont pro-russes. Alors attention, il n'y a pas eu d'élection libre dans la zone pour savoir si elles étaient pro-russes. Moi, mes contacts dans la zone me disent on n'est pas pour une jonction avec la Russie, mais on ne peut pas parler parce qu'il y a des gens en armes partout. Donc je veux dire, bon, il faut se méfier. Dit pro-russe ici, mais qui n'est pas forcément vérifié. C'est comme le séparatisme. La stratégie de Moscou n'était pas forcément de séparer ces entités-là. Au contraire, c'était d'avoir un outil de contrôle. Donc, je veux dire, et cette population-là a déjà été déplacée dans la première phase en leur disant les nazis viennent vous couper la gorge, dépêchez-vous de partir à Rostov. On leur a donné l'équivalent de $130 en disant refaites votre vie en Russie. Et c'était comme ça. Et les hommes ne pouvaient pas partir parce qu'il y a une conscription. Et les femmes et les enfants ont été déplacés de force avec une désinformation complète. Je préciserai également que la ville de Kharkov s'appelle Kharkiv en ukrainien. C'est en russe qu'on dit Kharkov. Julien Théron, si vous le voulez bien, on va faire réagir à présent Roni Broman sur ce qui a été dit par la députée ukrainienne Lesia Vasilenko, qui parle de génocide, de crimes contre l'humanité. Vous qui avez l'expérience de ces terrains de guerre, quelle vision en avez-vous justement de ce qui se passe à Mariupol, mais aussi plus largement en Ukraine sur ces thèmes de génocide et de crimes contre l'humanité ? Je crois qu'il faut commencer par dire que ce qui se passe à Mariupol et qui est absolument tragique, effroyable, comme ça a été à juste titre rappelé, qui se passe également à Soumy, pas très loin de là, ça relève en effet de crimes contre l'humanité. Moi, je suis plutôt médecin humanitaire que juriste, donc je ne manipule pas ces notions avec une très grande aisance. Mais il me semble assez évident que ces violences indiscriminées exercées de façon systématique, répétée et à grande échelle sont constitutives d'un crime contre l'humanité. Il me semble que passer de là à un crime de génocide, c'est franchir un pas que personnellement je me garderais de franchir, car je ne pense pas qu'on puisse démontrer qu'il y ait la volonté de détruire un peuple, une population, une ethnie, en l'occurrence. Mais enfin ça, ce sont aussi des procédures juridiques qui peuvent amener à le déterminer. Donc je ne m'aventurerai pas trop là-dessus, mais crime contre l'humanité, c'est tout à fait l'évidence. Cela étant, je pense utile de rappeler que Mariupol n'est pas le symbole de tout l'Ukraine. C'est une ville verrou qui est traitée de cette façon atroce pour des raisons stratégiques qui ont été sans doute expliquées ou qui demandent à être un peu analysées. Mais ça n'est pas représentatif de ce qui se passe dans l'ensemble de l'Ukraine, où malgré tout, si à Mariupol on mène une guerre comme elle a pu être menée à Grozny en Tchétchénie ou à Alep en Syrie, on voit bien que pour d'autres villes, ça n'est pas le cas. La stratégie, disons, tchétchène ou syrienne de l'armée russe n'est pas employée. Il y a beaucoup plus de retenue. Il me semble que c'est simplement parce qu'on ne peut pas dire à la fois que les Ukrainiens sont des Russes, que l'Ukraine n'existe pas et que la population ukrainienne est russe, et en même temps la détruire à grande échelle, la faire périr sous des milliers de tonnes de bombes. Il y a là une tension, une contradiction qui est sans doute un facteur de retenue pour les Russes. Alors tant mieux, ça veut dire que Mariupol n'est pas l'extension. Alors je vois que je suis contesté, peut-être que je me trompe, en tout cas c'est l'impression que moi je me forme depuis ici en comparaison avec d'autres conflits que j'ai connus. Cette contestation que vous venez d'entendre, c'est celle de Lesia Vasilenko, députée ukrainienne, et vous vouliez réagir, Lesia Vasilenko, on vous écoute. Oui. Oui, je veux réagir parce qu'il y a déjà beaucoup de désinformations sur les médias internationaux sur Mariupol, mais ce n'est pas seulement Mariupol qui est frappé de la même façon. Vous savez, une autre ville de 100 000 personnes
Alors, visiblement, Pardon. on a une petite Non, déconnexion. Vous êtes là? Allez-y. Non, je suis toujours avec Allez-y, on vous écoute. Donc, une autre ville de 100 000 personnes qui s'appelait Volnovakha. C'est plus une ville du tout, parce que ça a été détruit parfaitement par l'armée russe. Quand Poutine n'a pas pu prendre Kiev et toute l'Ukraine en 3 jours, comme il l'espérait, il a changé son tactique, son stratégie. Il a commencé à viser la population civile. Mais il l'a fait exprès. Parce que la stratégie des Russes, c'est de ne pas avoir une Ukraine indépendante. Ils ne veulent pas que l'Ukraine existe. Ils veulent seulement l'Ukraine comme partie de l'Empire russe que Poutine veut rétablir. Mais en plus, Poutine et toute son équipe qui travaille contre l'Ukraine, ils veulent complètement tuer la population ukrainienne comme une nation ukrainienne. Ils n'acceptent pas qu'on a notre langue propre, l'ukrainien. Ils n'acceptent pas nos traditions. Ils n'acceptent pas que les Ukrainiens existent comme une nation. Et tout ça, ce sont des caractéristiques du crime contre l'humanité et du crime de génocide. Et c'est pour ça que le gouvernement ukrainien a déjà préparé une appellation à la Cour internationale de l'ONU. Et ce cas-là est déjà contesté dans cette cour. Et les juges ont déjà fait une décision sur ce cas en disant que les Russes doivent arrêter leur agression pour que ce cas peut être considéré dans la Cour internationale. Donc ça, c'est tout d'abord pourquoi je me permets d'utiliser le terme de génocide. Ce n'est pas quelque chose d'émotionnel, c'est quelque chose du droit international. Après, pour vous donner 10 autres exemples, je vous ai donné Volnovakha, qui n'est plus une ville. Mariupol va être la même chose que Volnovakha très, très vite. Après, on a Tchernihiv, une autre ville, où il reste déjà 130 000 de personnes. Cette ville-là est au nord de l'Ukraine. Les habitants de Tchernihiv n'ont pas accès à eau potable, à la nourriture, aux produits basiques dont les êtres humains ont besoin. Tous les chemins de Tchernihiv ont été minés, couverts avec des mines. Tous les ponts qui mènent à des routes hors de Tchernihiv ont été frappés par des missiles. Déjà, on parle, il y a 6 missiles qui sont envoyés à Vinnytsia, une autre grande ville. Donc, Poutine, il frappe partout. Il frappe toujours des cibles civiles où il y a le plus possible de gens et où il y a le plus possible des Ukrainiens. Donc c'est une guerre contre non seulement l'Ukraine comme un pays, mais contre le peuple ukrainien comme une nation. Et ça, c'est déjà une caractéristique du crime de génocide. Lesia Vasilenko, on vous a entendu bien évidemment et vous restez connectés avec nous. J'aimerais évidemment qu'on continue à évoquer cette guerre en Ukraine, toutes ses implications et aussi la position aujourd'hui de l'Occident, des alliés qui n'ont de cesse de répéter une fameuse ligne rouge dont a parlé Emmanuel Macron encore hier. On l'écoute. Il y a une limite, je l'ai dit, qui est de ne pas devenir co-belligérant. Cette limite est partagée par tous les alliés. Alors, on vient d'entendre Emmanuel Macron qui parle d'une ligne rouge qui est la co-belligérance. Il ne faut pas la passer. Julien, c'est justement ce mot-là que vous avez choisi en mot de la semaine, co-belligérance. Oui, c'est un mot qu'on a beaucoup entendu ces dernières semaines pour interroger le rôle des États européens, des États de l'OTAN notamment, dans la guerre qui oppose aujourd'hui la Russie à l'Ukraine. Ces États, la France, par exemple, sont-ils co-belligérants du conflit? À cette question, on vient de l'entendre. Emmanuel Macron a répondu non au cours du sommet extraordinaire de l'OTAN hier. La France n'est pas et ne deviendra pas co-belligérante, a affirmé le président de la République. Avis contraire ce matin par Marion Maréchal sur France Inter, pour qui, à partir du moment où on envoie des armes à l'un des deux camps, on devient de fait co-belligérant et donc engagé d'un point de vue militaire. Alors on peut se poser la question, est-ce que c'est une querelle sémantique ou une vraie opposition de vue? Eh bien, les deux, pourrait-on dire. Le concept, la notion de co-belligérance, c'est un concept très large, suffisamment flou. Elle peut désigner des formes de coopération diverses contre un ennemi commun sans alliance militaire, du soutien matériel à l'échange de renseignements ou à la coordination opérationnelle. Envoyer des armes à l'Ukraine, est-ce que ça fait dès lors des pays européens des co-belligérants
de ce conflit? Eh bien, pas selon le droit international qui assure qu'un pays n'est pas co-belligérant s'il s'en tient à l'envoi d'équipements ou à son financement. En revanche, c'est justement pour ne pas être considéré comme tel que l'OTAN avait refusé la demande de l'Ukraine d'imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus du territoire ukrainien, ni neutre, ni co-belligérant. C'est donc sur cette fine ligne de crête bordée de zones grises que veulent continuer d'avancer les pays de l'OTAN. Julien Théron, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que le camp occidental est en train de tenter de conduire une guerre mais sans faire la guerre? Oui, en fait, il y a une grosse différence sémantique. Alors, vous avez parfaitement raison sur le droit international. En fait, la vraie limite, c'est la participation au combat direct. Ce qui veut même dire qu'une no-fly zone, donc une zone d'interdiction aérienne, n'impliquerait pas nécessairement, obligatoirement, automatiquement de combat. Ce serait si effectivement il y avait des accrochages entre différents aéronefs que ce serait le cas. Mais vous avez raison, il n'y a pas de combat, donc il n'y a pas co-belligérance, c'est un terme extrêmement large. Et en fait, il y a une différence entre le droit international et, en ce qui me concerne, étant politiste, les études de conflit. En droit international, nous ne sommes pas en guerre, mais effectivement, dans les études de conflit, on a théorisé une extension du champ de la guerre, si vous voulez. La guerre n'est plus uniquement les tanks et les avions, pour dire les choses simplement. Ça passe par tout un tas d'outils, y compris des outils non létaux, ce qu'on appelle sous le seuil de la violence. Et de cette manière-là, naturellement, on fournit des armes, on fournit également du renseignement militaire, par exemple, aux Ukrainiens, du renseignement d'intérêt militaire, ce qui est très important pour eux, et puis avec un soutien, évidemment, qui va aussi avec des sanctions économiques, avec une donnée de guerre informationnelle en luttant contre la désinformation de ce côté-là des chaînes propagandistes. Donc, effectivement, on participe à ce qu'on entend aujourd'hui dans les études de conflit comme un prisme extrêmement large, avec beaucoup d'outils, mais on ne participe pas au combat directement, ce qui nous exclut du champ de la guerre au sens juridique. Mais Dimitri Minik, est-ce que la position occidentale qui vise à gagner cette guerre sans la faire, est-ce qu'elle est tenable si le conflit s'enlise ou s'il y a encore une hausse de la violence? On parle d'usage d'armes chimiques, par exemple, de la part du côté russe. C'est un problème de volonté politique aussi. Les lignes rouges, si elles sont fixées trop tôt ou trop largement ou trop précisément, elles perdent un peu de leur intérêt si on n'est pas capable de réagir derrière. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de lignes rouges. Eh ben non, justement, il n'y en a pas. Moi, ce que je trouve très inquiétant, c'est les provocations de la Russie à quelques kilomètres de la Pologne, de la Hongrie et de la Roumanie, notamment avec le tir du Kinjal, qui servait d'abord et avant tout, on l'a évoqué tout à l'heure, à prévenir, c'est un effet psychologique, pour prévenir les Occidentaux que les fournitures d'armement et d'aide en tout genre seraient détruites. Ce qui est très, très inquiétant, c'est si la Russie décidait d'envoyer un missile en Pologne, à 20 km de la frontière polonaise, pour détruire une infrastructure quelconque, probablement militaire, qui aiderait justement au transit de ces fournitures militaires. Là, si vous voulez, ça pose un problème. Est-ce que l'OTAN réagira militairement? Rien n'est moins sûr. Voilà. Rony Broman est toujours connecté avec nous. On va vous donner la parole dans un instant sur cette question qu'on a rapidement évoquée, mais sur laquelle on va se pencher maintenant, sur les déplacés à l'intérieur de l'Ukraine, mais aussi ceux qui sont partis dans un autre pays. Il y a la Pologne, il y a aussi, par exemple, la Hongrie. Certains y ont trouvé refuge, c'est ce que nous explique Juliette Préjean. Prendre un repas et se reposer dans le calme. Pour ces réfugiés ukrainiens arrivés en Hongrie, c'était un bonheur presque oublié. Ici, tout est comme dans un conte de fées. J'ai passé une très bonne nuit, avec beaucoup d'émotions très agréables. Parce que je viens d'un endroit où l'on dormait dans des sous-sols, car nous nous faisions constamment tirer dessus par des missiles ou par des avions. À vrai dire, je ne sais même pas sur quoi ils tiraient. Ces réfugiés, majoritairement des femmes et des enfants, sont pris en charge par une association hongroise qui vient en aide aux migrants depuis 2015. Elle a loué cet immeuble de 5 étages et accueille près de 260 personnes. Nous avons vu que de nombreux réfugiés arrivent à Budapest et souhaitent se déplacer ensuite vers l'ouest de l'Europe. Et donc, ils ont besoin d'un endroit pour rester 2-3 nuits. En effet, beaucoup reprendront le chemin de l'exil vers l'ouest. Selon le Premier ministre Viktor Orban, au moins 70% des personnes qui sont entrées en Hongrie ont déjà quitté le pays.
Ronnie Broman, est-ce que l'accueil et la prise en charge des réfugiés qu'on a vus dans ce sujet, est-ce que selon vous, ils sont à la hauteur de la situation ? Pour le coup, oui, je crois. Évidemment, un exode de millions de personnes, ça ne peut pas être absorbé sans accroc, sans heurts, sans louper. Mais enfin, l'effort, la mobilisation solidaire sont absolument impressionnants. Et d'ailleurs, enfin, ils contrastent, je pense que c'est dans l'esprit de chacun, ils contrastent de façon extrêmement rude avec ce qui était l'attitude de la Hongrie, de la Pologne, et d'ailleurs étant en tête, mais enfin pour le reste de l'Europe, ça n'était pas très brillant à l'exception de l'Allemagne, l'attitude du reste de l'Europe vis-à-vis de réfugiés qui fuyaient la guerre également, de Syrie ou d'Afghanistan. Donc ça doit, je pense, être rappelé, non pas pour stigmatiser ou pour disqualifier, discréditer l'effort de solidarité, mais avec l'espoir que de proche en proche, la solidarité qu'on manifeste envers des gens qui sont géographiquement et peut-être culturellement plus proches se manifeste aussi plus tard ou dans d'autres circonstances envers des gens qui sont un peu plus lointains et un peu plus distants culturellement. Mais en effet, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, je voulais aussi rajouter sur le plan de l'aide humanitaire un point qui me semble très important, enfin en tout cas que pour Médecins sans frontières, on considère comme important, c'est que beaucoup de gens âgés sont restés derrière. On parle des réfugiés et des déplacés. Les déplacés, ce sont des réfugiés à l'intérieur de leur propre pays. Ils n'ont pas franchi une frontière internationale. C'est ça la distinction. On en parle et on a bien raison parce que c'est un phénomène énorme. Mais il y a de façon plus silencieuse des centaines de milliers de personnes qui sont restées derrière, qui sont trop âgés pour pouvoir partir, qui n'ont pas voulu rejoindre leur famille qui a quitté les lieux et qui sont dans une situation de très grands besoins. Beaucoup ont des maladies chroniques, ont des problèmes de survie immédiate qu'il faut aider. Donc ce sont par exemple, c'est par exemple ce type de population que Médecins sans frontières ou avec d'autres associations on tente actuellement d'aider à la fois médicalement et matériellement. Mais sinon, je confirme que l'effort de prise en charge, d'accueil et de prise en charge des réfugiés ukrainiens à l'échelle européenne est absolument remarquable. Oui. Ronnie Broman, vous avez commencé à l'aborder et j'aimerais aller un peu plus loin. Ces déplacés, ces personnes qui sont restées en Ukraine, qui ont peut-être changé de ville, mais qui en tout cas n'ont pas pu avoir accès à d'autres pays ou n'ont pas souhaité, qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui? Est-ce que c'est de la nourriture? Est-ce que c'est des médicaments? Est-ce que c'est tout ça plus d'autres choses? Disons, parmi la masse très importante, le grand nombre de déplacés internes, il y a évidemment un certain nombre de gens qui souffrent d'une affection chronique. Hypertension, diabète, insuffisance cardiaque, parmi bien d'autres. Enfin, ce sont les principales. Dans une population âgée, c'est le genre de pathologie que l'on trouve. Or, le déplacement, plus le fait que les pharmacies ont été prises d'assaut et que les hôpitaux ont été vidés de leurs malades civils, tout cela fait que ces gens n'ont plus accès, n'ont plus la possibilité de se traiter. Donc, il faut rétablir la continuité des soins, rétablir la continuité thérapeutique sous peine d'avoir une mortalité ou en tout cas une dégradation de l'état physique de nombre de ces gens très grave et très rapide. Donc ça, c'est une priorité importante. C'est d'ailleurs pas une exclusivité ukrainienne. Enfin, on a déjà vu ça dans d'autres circonstances. Mais l'Ukraine, pays développé, avec une population âgée en nombre et qui restait sur place, nous appelle à faire cela. Quant aux autres, c'est principalement une aide financière dont ils auront besoin. C'est une sorte de compensation, de perte de revenus, si vous voulez, pour parler presque en termes assurantiels, de façon à leur permettre de s'approvisionner en nourriture, de payer un hôtel, de payer leur repas, selon, disons, les normes ordinaires, plutôt que d'apporter des quantités de nourriture, des conserves venues de l'extérieur. Il vaut mieux leur donner de l'argent. Alors après un mois de guerre, il faut aussi regarder ce qui se passe en Russie, et notamment dans les rangs de Vladimir Poutine. Tout n'est pas au beau fixe. Vous voyez les explications de Florence Steele. Que sont devenus ces deux hommes? À gauche, Sergueï Shoïgu, ministre de la Défense et ami intime de Vladimir Poutine. À droite, Valéry Gerasimov, chef d'état-major des armées. Depuis près de 15 jours, les deux militaires, ici face à Vladimir Poutine, n'ont fait aucune apparition publique.
Pourtant, Sergueï Shoïgu était jusqu'à présent omniprésent sur les écrans de télévision russes, notamment ces dernières années après les opérations militaires en Syrie et en Crimée. Les deux hommes sont-ils malades ou ont-ils été mis sur la touche à cause de l'offensive qui s'enlise en Ukraine? Le Kremlin dément. Le ministre de la Défense a beaucoup à faire actuellement. Ce n'est vraiment pas le moment de faire de l'activité médiatique. Certains proches de Vladimir Poutine sont parfois subitement plus discrets, mais parfois aussi, d'autres prennent leur distance volontairement. C'est le cas d'Anatoly Choubaïs, un ami de 30 ans de Vladimir Poutine, totalement loyal jusqu'à la semaine dernière. Il poste alors un message sur les réseaux sociaux mettant en garde contre les dangers d'une nostalgie impériale. Choubaïs quitte alors la Russie pour Istanbul en Turquie. On le voit sur cette photo en train de retirer de l'argent à un distributeur. Enfin, Arkady Dvorkovitch fait figure d'exception. Cet ancien vice-premier ministre de Vladimir Poutine est le seul à avoir ouvertement critiqué l'offensive en Ukraine. Il a depuis démissionné de la Fondation économique publique dont il était le directeur. Et forcément, tout cela peut nous interroger. Julien Théron, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que Vladimir Poutine est en partie en train de faire le ménage dans son cercle proche, de s'assurer de la loyauté des uns et des autres? Oh, la loyauté, il l'a, mais effectivement, il fait un petit peu le ménage. Alors, pas pour Valéry Gerasimov et Sergueï Shoïgu, probablement pas. Mais ils ont quand même été absents, ils ont disparu pendant quelques jours, quelques semaines. Absolument. Et je crois que c'est un signe très clair que ça ne se passe pas, contrairement à ce qui est dit quotidiennement à la télévision russe, mais que ça ne se passe pas du tout comme prévu et que c'est un signe que le Kremlin indique à ses deux dirigeants militaires qu'il faut qu'ils se concentrent un peu sur des victoires plus que sur les médias. Mais de toute façon, on sait que les purges ont commencé. Au FSB, notamment, il y a eu plusieurs responsables qui ont été... les services de renseignement russes qui proviennent du KGB et qui constituent, avec une branche donc, des services de sécurité et une branche de l'armée, qui constituent ce qu'on appelle les structures de force et qui constituent l'essentiel du personnel décideur en Russie contemporaine, à la fois non seulement dans les services importants stratégiques de l'État, mais également dans un certain nombre d'entreprises privées. Dimitri Menik, est-ce que ça veut dire que la stratégie proposée par Vladimir Poutine peut être contestée en interne? Oui, très probablement. La stratégie, elle a sûrement été contestée en interne. On a pu considérer que c'était une erreur de calcul. Mais il faut bien comprendre aussi qu'au fond, les élites politico-militaires russes, dont Poutine est une incarnation, Poutine est une émanation de ces élites-là, ont des croyances, ont une vision du monde, ont une perception de l'environnement stratégique qui sont finalement assez partagées. Donc, si vous voulez, la vision qu'a Poutine des relations internationales, moi j'ai beaucoup étudié la littérature militaire russe et je peux vous certifier qu'elle est largement partagée. Y compris dans les services spéciaux, je dirais même, et encore plus dans les services spéciaux. On pourrait même parler de KGBisation de l'armée. Et au fond, il ne faudrait pas voir dans des désaccords peut-être opérationnels des désaccords de fond. Valéry Gerasimov, vous savez, a beaucoup promu la stratégie indirecte. Dès 2013, en fait, il a repris un ensemble d'idées qui avaient été élaborées depuis la chute de l'Union soviétique par les théoriciens militaires russes. Pour atteindre les objectifs politico-stratégiques de l'État sans engager de lutte armée interétatique. Donc Gerasimov a accompagné, a promu cette vision. Poutine y a adhéré aussi. Donc il a pu, par exemple, s'opposer à ce règlement, à l'engagement d'une lutte armée de haute intensité contre l'Ukraine, effectivement. Mais quand on lit Gerasimov, il n'a pas une vision très différente du monde. Et surtout, il faut s'intéresser au mode de pensée. Au-delà des idéologies, au-delà de ce que Poutine pense Vous savez... En 2014, le 18 mars, au moment de célébrer l'annexion de la Crimée, Poutine a dit force est de constater, plus ou moins, force est de constater que la politique d'endiguement menée contre la Russie depuis le XVIIe siècle est toujours en cours. Tout est dit et les élites politico-militaires russes pensent largement comme ça. Julien Théron, on a vu dans le sujet qu'on vient de passer Anatoly Choubaïs qui, lui, a décidé de partir finalement et de s'opposer à ce qui se passe et à ce que la Russie est en train de faire en Ukraine. Est-ce que ce genre de démission, de départ peut, selon vous, se multiplier si la guerre dure ?
Potentiellement, oui, dans l'absolu, tout est possible, mais il n'est pas représentatif des élites russes, même dans le milieu économique. C'est un personnage assez spécifique. Ce qui compte vraiment, c'est ces personnes des structures de force, ce qu'elles pensent. Alors, tout à l'heure, je faisais mention de Sergueï Shoigu comme un décideur militaire. En fait, c'est quelqu'un qui vient de la communication, ce n'est pas un militaire strictement parlé. Mais qui est monté grâce à Vladimir Poutine, notamment. Et qui est, absolument. Il est toujours en uniforme, hein, mais en fait, ce n'est pas originellement un militaire, contrairement à Valéry Gerasimov, qui est un pur produit de la stratégie militaire russe soviétique. Alors, je vais vous redonner la parole, Dimitri Minik, dans un instant, mais avant cela, si vous le voulez bien, on va avancer et regarder également ce qui se passe du côté des oligarques. Ils sont plusieurs centaines ciblés par les sanctions européennes et américaines, des oligarques russes à qui on a confisqué des biens, gelé des avoirs. Vrai ou fake a travaillé sur cette question des sanctions qui les ciblent. Est-ce qu'elles peuvent être concrètement mises en œuvre, voyez les explications de Luc Prisson. Sur Twitter, le député France Insoumise Alexis Corbière interroge. Pourquoi nous n'avançons pas sur les saisies des biens des oligarques russes qui sont l'entourage direct de Poutine? Alors ce constat est-il exact? Ces oligarques, ce sont ces grandes fortunes russes, proches de Vladimir Poutine. L'Union européenne a établi une liste de plus de 800 personnalités à sanctionner. Parmi eux, Roman Abramovich, ex-propriétaire du club de Chelsea, ou Igor Sechin, patron du deuxième plus grand groupe pétrolier de Russie. En France, plusieurs services du ministère de l'économie s'occupent de la traque des biens des oligarques. Il y a quelques jours, Bruno Le Maire a livré un premier bilan de ces sanctions. 850 millions d'euros de biens, d'avoirs d'oligarques russes ont été immobilisés sur le territoire français. Parmi les richesses bloquées sur le territoire, il y a notamment 2 yachts d'une valeur de 150 millions d'euros, une trentaine de propriétés pour 540 millions d'euros et 150 millions d'euros gelés sur des comptes de banques françaises. C'est peu au regard des fortunes en question, mais identifier ces biens et avoirs est une mission complexe. Car bien souvent, ils ne sont pas détenus directement par l'oligarque lui-même. Ça peut être par exemple un homme de paille, qui détient pour le compte d'un oligarque, en échange de rémunération, le bien. Ça suppose une loyauté sans faille de la part de la personne en question. Et c'est une pratique que l'entourage du pouvoir de Vladimir Poutine et Vladimir Poutine lui-même utilise. Autre technique des oligarques qui complique la tâche des autorités françaises, le recours à des sociétés enregistrées dans des paradis fiscaux. Si la société possède une société française parfaitement légale et que cette société est enregistrée aux îles Vierges britanniques, à Palau ou à Nauru, et que cette juridiction n'entend pas divulguer le nom du propriétaire de la société écran, eh bien, il est très difficile d'attester le fait que ce bien appartient à un oligarque ou à un homme du pouvoir de Vladimir Poutine. Ailleurs en Europe, la chasse aux biens des oligarques s'organise. L'Italie a annoncé avoir immobilisé 140 millions d'euros, les Pays-Bas 200 millions, des sommes importantes, mais qui ne représentent qu'une infime partie de ces immenses fortunes. À l'échelle mondiale, ce serait 400 milliards de dollars de biens et d'avoirs que les oligarques russes détiendraient hors de la Russie. Et Luc Brisson, qui a réalisé ce sujet pour Vrai ou Fake, qui est avec nous. Bonsoir Luc. Bonsoir. Alors vous nous l'avez dit, l'Union européenne a pour l'instant établi une liste de plus de 800 noms d'oligarques et proches de Vladimir Poutine à sanctionner, mais certains de ces hommes puissants, hommes d'affaires russes, sont épargnés. Oui, c'est par exemple le cas de cet homme qu'on va voir. Il s'appelle Oleg Deripaska, c'est un milliardaire réputé était proche de Vladimir Poutine, fondateur de Rusal, c'est un des plus grands groupes d'aluminium au monde. Et pour l'instant, il ne fait pas partie de la liste de l'UE des oligarques à sanctionner, alors qu'il est sur la liste des Britanniques depuis début mars et aussi sur la liste américaine depuis 2018. Et pourquoi est-ce que cet homme-là qu'on vient de voir fait exception ? C'est très difficile de le savoir. Est-ce que c'est parce qu'il a critiqué l'invasion russe en Ukraine? Est-ce que c'est parce qu'il fournit une grande partie de l'aluminium dans les principaux marchés européens? C'est impossible de savoir pourquoi, clairement, Oleg Deripaska n'est pas sanctionné par l'UE. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que ce sont les États membres qui soumettent des noms d'oligarques avisés, et ensuite, il faut un vote à l'unanimité du Conseil européen pour approuver la décision. Ça explique peut-être que tous les oligarques ne soient pas exactement égaux devant ces sanctions. Par exemple, quand on regarde Roman Abramovich, l'ex-propriétaire de Chelsea, qu'on a vu dans le sujet, lui, il a été inscrit sur cette fameuse liste de l'UE le 14 mars dernier, soit quand même 3 semaines
après le début de l'invasion russe et l'application de ces nouvelles sanctions. Merci beaucoup Luc pour toutes ces précisions. J'en profite pour remercier nos invités qui ont passé cette heure avec nous sur ce plateau. Julien Théron, Dimitri Minik, merci infiniment. Merci à vous aussi, Roni Broman, d'avoir été avec nous. Et on remercie également Lesia Vasilenko qui a dû nous quitter un petit peu plus tôt que prévu, députée ukrainienne qui évidemment a fort à faire en ce moment même dans son pays. Je vous